Le vrai roman des relations secrètes de Vladimir Poutine et du patriarche Kirill, le roman s'ouvre en Sibérie sur la scène, la véritable scène d'initiation très clandestine en fait de Vladimir Poutine au chamanisme. Elle donne de la relation trouble qu'entretiennent à Moscou le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. Dans cet entretien, nous plongerons dans un espace où les frontières s'estompent, où la vérité et la fiction dansent en harmonie, tel un funambule. Nous naviguerons en fait entre ces deux mondes, tissant des récits qui se nourrissent l'un de l'autre. Là où le réel se dérobe, la fiction prend le relais et vice-versa. Accrochez-vous, parce qu'à la lecture des pires amis de notre invité, en fait, qui aurait pu s'intituler Les meilleurs ennemis ou les faux amis, nous allons rejoindre en fait celui qui a accepté de répondre à mes questions, l'espion préféré des Français et de la francophonie. J'ai nommé Sergei Girnov. Sergei, bonjour. Bonjour Aurélien, bonjour à tous nos spectateurs. Je suis ravi de vous recevoir aux ondes clandestines. Il n'y a plus besoin presque de vous présenter maintenant parce que tout le monde vous a vu au moins une ou deux fois, voire plus maintenant à la télévision. J'avais une question d'ordre générique. Comment vous vivez cette notoriété Je la vis très bien. Vous savez, c'est pour moi c'est une histoire, c'est une très très longue histoire parce que déjà quand j'étais espion, j'ai travaillé pendant 14 ans à la télévision soviétique à l'époque et sur télévision russe, qui était une excellente couverture déjà pour l'espionnage, hein. Donc vous savez, quand vous êtes en pleine lumière, en réalité c'est la même chose que quand vous êtes en totale obscurité, parce que Mais ça vous lumière. plaît, vous qui avez connu la clandestinité, en fait, et la lumière, finalement, vous préférez la lumière? J'aime bien les deux. En réalité, j'aime les deux. J'aime bien la lumière pour parler des choses qui me plaisent et la clandestinité ou l'anonymat pour ma vie privée ou pour ma vie quotidienne. On va en parler d'ailleurs de votre vie privée, pas vraiment comme ça, mais c'est vrai que dans le roman, en fait, il y a Les Pires Amis, qui est un roman d'espionnage, un roman phare. Il y a une romance, il y a une romance, et vous êtes extrêmement pudique, vous, sur votre relation, sur vos relations sentimentales. On y reviendra. J'ai deux questions, en fait, qui s'ouvrent d'entrée de jeu. Le titre, Les Pires Amis. Je l'avais cité, en fait, voilà. C'est vous qui l'avez trouvé, j'imagine, en fait. Le... Oui, on a cherché avec mon éditeur plusieurs titres. En fait, le titre initial, j'ai proposé Le Sceptre et le Goupillon. Le sceptre pour le pouvoir tsariste et le goupillon pour le pouvoir de l'Église. Ah oui. Et, et en fait, on a testé, vous savez, le sabre et le goupillon Oui. euh, en France. Et en Qui fait, est on un a des testé, chapitres d'ailleurs, je crois, qui est un des chapitres du livre. voilà. Et donc, en fait, je trouve que c'est un bon, c'était un bon titre aussi. Mais on a trouvé que pour un roman, c'était trop documentaire. En fait, ça faisait penser un peu à quelque chose qui est un essai plutôt documentaire. Et comme les gens ont déjà trop l'habitude d'avoir dans mes écrits les choses vraies, les choses documentaires, donc il a fallu trouver quelque chose de plus romanesque. Et donc on a hésité entre les meilleurs ennemis ou les pires amis. Et j'ai trouvé que les pires amis, Finalement, c'était, c'est vous qui avez fait pencher la balance, en fait. oui, oui, tout à fait. Mais enfin, vous savez, c'est un travail d'équipe, hein, C'est un en travail général. d'équipe. Quand vous publiez quelque chose, bien évidemment, c'est l'auteur est important, mais l'éditeur a aussi son regard, son droit de regard. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, mais on a trouvé un consensus et les pires amis, j'ai trouvé que c'était suffisamment pervers pour décrire les deux personnages. D'ailleurs, en fait, une question me vient aussi à l'esprit, là, maintenant qu'on parle d'écriture. Vous, vous écrivez en français ou en russe? J'écris toujours en français. Vous écrivez Euh, toujours en français. ouais. Quand je publie les livres en français, j'écris en français. Et je dois Si dire j'ai que j'ai fait lire l'introduction à plusieurs de mes confrères, en fait, littéraires,
Ils m'ont dit c'est super bien écrit, c'est vraiment c'est une réussite d'entrée de jeu. Mais vous avez l'habitude déjà parce que vous avez déjà écrit L'éclaireur et puis une série en fait d'ouvrages dont vous êtes l'auteur. Mais c'est intéressant en fait la façon dont vous avez d'écrire les choses. Elle est et c'est pas pour vous mettre des lauriers ou autre. En fait c'est vraiment super bien écrit je trouve. Je trouve l'introduction est magistrale magistrale. Alors, on va J'espère que, parler. j'espère que leur aussi, hein, il n'y a pas que l'introduction qui est. C'est l'introduction en fait dont on parle en fait actuellement. C'est pour ça que je parle de l'introduction, mais le reste en fait n'en est pas moindre, hein, heureusement, heureusement. Euh, le livre, je le présente en fait, c'est Dizzy, mes pires amis. Vous avez en fait une jaquette. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la jaquette en fait du livre qui est assez La jaquette, donc en fait, on a choisi, on a cherché les photos avec les deux personnages qui devaient être devaient être présents. Bon, souvent, vous savez, en église, dans les églises, il y a souvent la couleur verte qui est utilisée et la couleur verte est la couleur officielle de patriarcat de Moscou. Donc d'accord. c'est imposé un peu comme ça. Mais d'abord, on a trouvé une autre photo où patriarche Kirill et Poutine, les deux personnages principaux de ce livre, étaient face à face. Et vous savez, patriarche porte une sorte de couvre-chef sur lequel il y a une croix en diamant. Et en fait, cette croix en diamant, avec le jeu de lumière, se projetait sur le front de Poutine. Voilà, cette croix de diamant. Et ça donnait une chose absolument extraordinaire. Mais cette photo-là n'était pas libre de droit. En fait, elle n'était pas à vendre. On ne pouvait pas la mettre sur la couverture parce qu'avec D'accord. ces gens-là, quand vous savez, quand vous publiez les photos, c'est pas comme les gens qui sont sur les réseaux qui prennent n'importe quelle photo et qui la publient chez eux. Quand on publie un ouvrage, on doit payer les droits à leur détenteur, soit l'agence de photographie, soit au photographe. Et donc, on a trouvé que celle-ci qui était à vendre, mais on a trouvé pas mal finalement cette photo avec Et, et Poutine, en fait, qu'on voit avec cette main, en fait, d'entrée de jeu, et la première fois que j'ai vu l'image, je me suis dit, c'est la force, en fait. Il y a une vision un peu religieuse, et je me dis, il a comme si c'était la force, en fait. Vous voyez, dans Oui, Star Wars. c'est pour ça que j'ai parlé de sceptre et de goupillon, parce qu'en fait, en Russie, il y a eu toujours une lutte interne et une concurrence entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Bon, il y a pas qu'en Russie, il y avait les empereurs qui luttaient contre les papes, il y a les évêques qui Oui, il y a luttaient contre toujours eu. les souverains, etc. Mais en Russie, c'est flagrant. Ça veut dire que à un moment donné, vous savez, Pierre le Grand, quand il est arrivé, il a même mis fin au patriarcat. Et donc, en fait, il a installé le synode, le Saint-Synode, qui est un organisme d'État. Et pendant 2 siècles, en Russie, il n'y avait pas de patriarcat à partir de Pierre le Grand. Ça Hmm. veut dire à partir de 1721 jusqu'à la Révolution d'octobre. Et puis après, il y a eu aussi Staline ne l'a pas supporté. Enfin, les bolcheviks ne l'ont pas supporté. Et Staline l'a fait introduire en 1943. Donc, c'est pour ça, les deux sont côte à côte. Les deux font semblant d'être les meilleurs amis, mais en réalité, il y a une lutte féroce pour le pouvoir, pour l'argent, entre ces deux personnages. Et aussi, ils adorent en réalité. Pourquoi les amis déjà? Parce que soi-disant, ils sont ensemble, mais en réalité, chacun est pour C'est de soi. façade. C'est une façade qui arrange les deux. Donc, en fait, il la montre. D'ailleurs, vous savez, la réalité et l'actualité me rattrape toujours avec ce livre parce que récemment, par rapport à notre interview, le patriarche a rencontré Poutine et il a décoré de la distinction de la religion la plus haute, mais le patriarche possède déjà la distinction étatique la plus haute en Russie. Donc en fait, il se renvoie des fleurs, mais en réalité, Ils se détestent, en fait. Ils se ils, se détestent. ils se détestent profondément parce qu'en fait, ils sont concurrents. Ce sont deux mafieux Hmm. qui adorent la même chose, ça veut dire l'argent, le pouvoir et les services secrets.
Cyril, on pourra en parler aussi, a des relations séculaires avec le KGB, Hmm. Poutine aussi. Et après, c'est une lutte intestine parce que Kirill voudrait devenir en fait l'idéologue suprême de Russie et Poutine n'en veut pas. Et donc Poutine a besoin de Cyril à ses côtés, mais n'a pas besoin de Cyril qui le domine. Et d'ailleurs, c'est assez spectaculaire aussi cette photo parce que Cyril, avec son clobook, il est plus grand Hmm. que Poutine. Et donc, Poutine, en quelque sorte, essaie de devenir plus grand. Plus Enfin, grand en fait que il Cyril. est avoir 10 centimètres de plus Ah oui, pour être c'est vrai. à la même hauteur que C'est vrai, exact. J'avais pas fait le rapprochement, mais oui, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Kirill. Quelques, quelques, quelques mots sur l'éditeur, en fait, parce qu'il a changé, en fait, votre éditeur. Entre-temps, c'est plus du tout le même. Euh, En fait, moi j'ai sorti les deux derniers livres avec Albin Michel, mais comme je voulais faire un roman, mais avec Albin Michel, en fait, j'ai signé en quelque sorte pour les essais documentaires. Et donc ça les gênait un peu de mélanger les genres. mélanger les genres. Et du coup, j'ai publié, mais bon, en même temps, vous savez, Bertrand Favrol, qui est le directeur de cette maison d'édition, Oui, a été pendant 10 ans directeur général d'Albin Michel. Donc c'est d'accord. Ouais. Oui. donc J'ai pu le voir en fait Bertrand en fait lors d'une présentation en fait des pires amis sur YouTube en fait justement, oui, qui était très intéressante. Parlons maintenant, on va rentrer en fait dans le vif du sujet en fait puisqu'on va parler des pires amis en fait et de l'histoire. Mais est-ce que vous pouvez faire le pitch de l'histoire des pires amis? C'est à vous de. Je vous laisse la parole en fait pour nous transcrire l'histoire sans en déflorer forcément la substantifique moelle. bon, l'histoire, c'est la concurrence des deux. Donc après, c'est un roman, donc il a fallu construire quand même quelque chose qui tient la route, même pour les gens qui ne connaissent rien, ni en Russie, ni en Poutine. Et d'ailleurs, c'est ça, je crois, la principale réussite aussi de ce livre pour moi, en tant qu'auteur, c'est que je crois que j'ai réussi à composer les deux, à faire le livre qui sera intéressant pour ceux qui s'intéressent vraiment à la Russie, à ceux qui s'intéressent à la religion orthodoxe, à ceux qui s'intéressent absolument pas, qui connaissent rien de tout ça et qui veut lire juste un roman de Un l'âge, roman œcuménique finalement presque. un roman qui est œcuménique ou laïque, un regard laïque sur la religion qui est une religion en Russie absolument pourrie, Mm. où dans un État laïque, selon la constitution russe, avec la séparation de l'Église et de l'État, il n'y en a pas de cette séparation, et en même temps, il y en a cette séparation. Donc en fait, c'est un roman d'aventure, c'est un roman d'espionnage, c'est un roman de lutte intestine de pouvoir entre l'Église en tant qu'institution et l'État en tant qu'institution. C'est un peu dans le prolongement aussi, dans le match de Kremlin. Vous savez qu'il y a le Ah livre. oui, exact. Parce que j'allais vous poser la question de savoir quelles étaient vos influences. Moi, j'ai d'autres influences personnellement sur les romans d'espionnage. Je pourrais citer John le Carré ou moi, quand j'ai lu le livre, je vais vous dire mes impressions. En fait, je me suis dit, il est à mi-chemin entre Tom Clancy et le Robert Little, en fait, le roman de la CIA, La Compagnie. Voilà, c'est à mi-chemin entre ça et ça. Ça a cette dimension. Ça a la cosmogonie en fait c'est-à-dire en fait la création de l'univers qui est absolument asimovesque parce que il y a tout dedans, il y a tout dedans et voilà, je vous laisse reprendre le récit. Ah, merci beaucoup parce que ça me plaît beaucoup, bien évidemment, parce que vous citez les plus grands noms des romans J'aurais d'espionnage. pu citer Robert Ludlum aussi peut-être en fait aussi. On peut citer encore d'autres auteurs, mais c'est bien en fait les références que vous donnez, ça me plaît beaucoup parce que ça m'aurait offensé si vous aviez cité James Bond. Mais Non, 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 je sais pas citer James Bond en fait. James Bond, c'est peut-être vous dans la réalité en fait, peut-être, mais pas.
il y a quelque chose que j'ai beaucoup envié en fait à un de mes co-auteurs qui était François Baroux, qui a sorti sa biographie qui s'appelait James Bond n'existe pas. Et Mm. donc en fait on raconte tous les deux que dans le vrai espionnage en fait James Bond c'est un personnage qui c'est un personnage qui est absolument faux dans le vrai renseignement dans le vrai espionnage en fait James Bond c'est l'inverse de ce qu'il y a Oui. à vrai espion. Et donc, si vous voulez, ce qui me plaît, c'est l'intrigue mentale, l'intrigue d'intelligence et non pas forcément de violence. Mais Même si il y a le côté prospectif, il y a le côté prospectif où vous devinez en fait les événements à l'avance presque qui ne se passent, en fait malheureusement même tragiquement parlant. Euh, on a cette même référence en fait avec Tom Clancy, par exemple sur ces scénarios qui sont très plausibles, très proches de la réalité. Et c'est pour ça que j'ai cité ces références-là. Ouais. absolument, absolument. Donc ça me fait vraiment plaisir que vous citiez les grands noms de la littérature d'espionnage, parce que justement, en fait, c'est un livre que j'ai voulu faire fiction pour me donner la liberté de raconter ce qui me plaît, aussi dans le prolongement, si vous voulez, un peu de mes références francophones, c'est-à-dire Dumas avec ses trois mousquetaires, où il prend Ouais. le vrai de France, où il prend le vrai cardinal Richelieu au cardinal Mazarin. Et après, il les place comme ça l'arrange pour l'intrigue, mais en jouant avec les vrais personnages et les faux personnages. Et en fait, c'est ça que j'aurais aimé faire. Et Mais j'espère. c'est presque réussi, en fait, je trouve. Mais en fait, ce qui est réussi c'est la dimension globale, en fait, le rendu global, il est vraiment somptueux, en fait, et on se dit, il y a une grande dimension chez Sergei Girnov. Il y a un côté, il y a un côté saga, en fait, et puis en même temps, c'est votre premier roman d'espionnage, donc on peut être indulgent, en fait, là-dessus. Et en fait, on est plus qu'indulgent. Moi, on adore, en fait, le truc. Donc, En fait, premier, en réalité, c'est vrai et c'est faux. Parce que le premier livre que j'ai publié, qui était pourchassé par le KGB, il s'intitulait aussi roman. ah C'était oui. plus pour protéger en fait l'éditeur, parce que quand vous avez les personnages qui vivent réellement, bah, vous risquez d'avoir les poursuites judiciaires si jamais vous racontez quelque chose qui ne s'est pas passé dans la vraie vie, et donc ils risquent de vous attaquer. En revanche, lorsque vous annoncez que c'est une fiction et que ces personnages sont tout simplement inventés et cutent toute ressemblance avec les vraies personnes vivant à côté de nous, ça n'a rien à voir. En fait, c'était plus la protection. Mais dans le pourchassé pour le KGB, on me demandait où est la vérité, où est le romantisme, et je disais c'est 95% du vérité, 5% de romancé. Dans celui-là, je dis le ratio est 80-20. Donc il y a 80 des choses réelles que j'ai utilisées, et j'ai rajouté 20% pour que ça devienne vraiment Un roman. un roman. Ça veut dire qu'il y ait une intrigue. Bien évidemment, il a fallu rajouter aussi des histoires d'amour, des histoires des assassinats, parce que sinon, c'est pas intéressant. Le public aime bien les Ah choses oui, qui oui, bougent. et puis alors des assassinats, il y en a pléthore en fait dedans, hein. Il y a des attentats, en fait, il y en a plein. J'en ai noté quelques-uns. Vous citez l'attentat de la fille de Douguine, vous citez l'attentat au Daghestan, vous en citez plein en fait des attentats. En fait, je pense que c'est finalement l'arme récurrente en fait dans le livre. L'attentat en fait, Disons que c'est pas l'arme dans le livre, en fait, c'est l'arme de Poutine. l'arme C'est de l'arme. Poutine. C'est la réalité en fait dans cet état. Et d'ailleurs, comme vous avez dit, le livre de fiction est devenu prémonitoire, puisque je raconte un attentat dans une discothèque qui s'appelle Victory. Et en réalité, en fait, le livre, vous savez, le texte, je l'ai rendu au Oui. mois de février cette année. Bien évidemment, pour être publié au mois de juin, vous le rendez 3 mois ou 4 mois avant la publication. Et il s'est passé un attentat dans la salle de concert Crocus, et on était encore dans les temps, et mon éditeur m'a dit, mais on change à ce moment-là, puisqu'il y a un truc, un vrai truc qui s'est passé. Et moi, j'ai dit non.
c'est pas la peine parce que on sentirait que c'est quelque chose on sentirait que je veux utiliser en fait cette attention Utilisé, oui. Alors que là, en fait, c'est légitimé. Mais j'ai trouvé que c'est encore beaucoup plus fort que moi j'ai écrit la discothèque Victory et en fait il s'est passé exactement cette chose mais dans un endroit différent et au contraire en fait c'est pas la peine, c'est la même chose. Vous savez, moi j'ai fait un attentat contre une église avec une exécution d'un prêtre orthodoxe dans la ville de Petligorsk et en fait il s'est passé la même chose à Mareshkala ou à Derbent ouais, récemment. ouais, il y a une sorte de prédestination. Pas non plus, je vais pas changer. Donc, en fait, la prémonition, elle est encore plus forte lorsque vous ressentez le fait et pas forcément vous le placez à l'endroit précis où il s'est passé. Et donc, vous savez, par rapport à ça, j'étais assez content pour la réussite. Même les choses, vous savez, la critique de ces nationalistes russes qui sont presque fascistes, qui sont avec l'Église orthodoxe. On le sent actuellement, cette montée de critiques par rapport à Poutine, par rapport aux musulmans, par rapport à Kadyrov. Et donc, en fait, ça me donne la force de pressentir et de montrer au lecteur ça comme phénomène et non pas forcément de le placer exact dans le lieu exact où ça va se passer. Alors les luttes intestines, en fait, il y en a plein entre Poutine en fait et Kirill. C'est l'objet même du livre Les pires amis. On va parler personnages en fait maintenant, et si on veut s'attarder quelque peu, on va parler de trois personnages. En fait, j'ai envie de parler en fait de Poutine, bien entendu, de Kirill et d'Anastasia en fait en dernier lieu pour avoir une note amoureuse dans le roman en fait qui nous donnera l'occasion en fait de découvrir un autre aspect de votre personnalité, un autre aspect en fait de votre art romanesque, c'est celui de la romance. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en fait de Poutine en fait qu'on a déjà dit en fait parce que finalement vous décrivez dans le roman que il vous a interrogé. Moi, j'ai une question. Il vous a interrogé à propos d'une conversation que vous aviez entretenue avec un Français. C'est ça. Est-ce que C'était vous, ça. est-ce que vous pouvez nous dire la teneur de la conversation avec le Français que... Ça s'est passé en 1980. Poutine était déjà au KGB depuis 5 ans, donc il était dans la ville de Saint-Pétersbourg parce qu'il est rentré au KGB en 75. Hmm. On a 9 ans de différence avec Poutine et au niveau de notre âge civil et au niveau de notre entrée au KGB parce que en fait ça correspond exactement à la même chose. Et donc moi je suis rentré au KGB en 1984, donc 9 ans plus tard. Mais en 80, moi, j'étais encore étudiant. Il y avait les Jeux Olympiques à Moscou. À Moscou, Euh, ça aussi, c'est une petite actualité qui nous renvoie les Jeux de Paris. les Jeux de Paris. Et en fait, on nous a préparés pour travailler comme guide, comme guide interprète avec les délégations francophones. Et en réalité, ça s'est pas passé comme ça. On m'a mis dans un service de renseignement téléphonique où je m'emmerdais absolument. Et puis à un moment donné, il y a un Français qui m'a appelé au téléphone juste pour savoir, pour voir ce que ça donne. En fait, il avait rien à me demander. Et d'habitude, vous savez, quand on vous appelez les renseignements téléphoniques, vous demandez un numéro de téléphone, on vous le donne et vous raccrochez. Ça dure 15 minutes, 15 secondes, 20 secondes. Et Et Poutine là, a cru que c'était autre chose. non, non. Et là, on est resté avec ce Français pendant 2 heures. Ah oui, quand Et même. en fait, et on a parlé de tout. Et en fait, ça a affolé la direction de cette centrale téléphonique. Et donc, ils ont appelé le KGB. Et à ce moment-là, le KGB a envoyé quelqu'un. Ce quelqu'un, c'était Poutine. Donc, il m'a mis dans la voiture, m'a amené à la Lubyanka et il m'a interrogé pendant 2 heures sur cette conversation téléphonique que je Vous- raconte dans le livre précédent qui s'appelle L'éclaireur, qui est ma biographie. Et donc, tous ceux qui veulent avoir les détails, bah, je les renvoie à ce livre-là qui Hmm. est toujours d'actualité. Et donc, en fait, c'est ça. Vous Et l'avez Poutine, revu, le Français, ou pas? bah, pas du tout. Non, non, Pas du tout. en fait, il m'a donné à cette époque-là, bien évidemment, le nom et le prénom. Je l'ai noté sur un papier. Mais vous Hmm. savez, lorsque je suis devenu espion, à un moment donné, le KGB a fait une perquisition chez moi à mon insu, et ils ont pris tous les papiers que je gardais de contact avec les Français avec lesquels j'avais les contacts quand je travaillais comme guide Ouais. interprète, etc.
Et donc, j'ai aucun souvenir. Et là, je cherche désespérément. Vous savez, à chaque interview, je dis s'il y a quelqu'un qui se souvient en 1980 qu'il était à Moscou pendant les Jeux Olympiques et qui m'a téléphoné pour avoir cette conversation, j'aurais aimé retrouver cette personne. Poutine et ses relations en fait avec les femmes, j'avais noté quelque part, alors je ne retrouve plus dans le roman où c'est exactement, mais il a une relation étrange avec la gente féminine, Poutine. Il a une relation plus qu'étrange parce que en réalité, ça aussi, vous savez, c'est écrit en roman, c'est romancé, mais en réalité, il a raconté quasiment lui-même cette relation très particulière. Donc en fait, on peut dire que Poutine c'est un homosexuel refoulé qui ne veut pas le reconnaître. Et donc, il a raconté pratiquement dans son propre livre d'interview en 2000, mais il faut lire entre les lignes pour le comprendre. Parce que, en fait, regardez Poutine en 25 ans de pouvoir. Vous avez beaucoup de photos de sa femme, de ses filles, de sa vie de famille de Non, pas Poutine. trop, non. Pas Non. trop. Bon, si vous googlez les vacances de Poutine, Ah il est oui, torse nu. lui. Il est torse nu avec Shoigu. Il est torse nu avec Rodougin. Il est toujours entouré d'hommes. Et en fait, c'est flagrant. Et il y a autre chose aussi, c'est que en 2013, en fait, sa femme a demandé divorce et a obtenu le divorce. En fait, elle demandait divorce depuis pas mal de temps parce qu'elle déteste en réalité Poutine. Et s'est mariée d'ailleurs avec une personne qui a 20 ans de moins qu'elle. Et donc, c'est pour vous dire que c'était vraiment une Mm, vengeance de la mm, part de sa femme. mm. On disait que Poutine avait une maîtresse, Kabaeva, et on soi-disant qu'avec cette maîtresse, elle a même des enfants clandestins, etc. Mais là, on est en 2024, ça fait 11 ans après son divorce, il n'a toujours pas épousé Kabaeva. Et donc, Mm. en fait, c'est faux, c'est complètement faux. Surtout que, vous savez, avec le patriarche, il parle toujours des valeurs familiales, de la famille, des enfants, etc. Et ce promoteur des valeurs traditionnelles russes, en réalité, il ne respecte absolument aucune valeur traditionnelle qu'en parole. D'ailleurs, quand il y a patriarche Kirill, qui est un moine, à qui on interdit d'avoir une famille, et Mm. Poutine, qui est un moine civil, laïque, puisqu'il ne se marie pas avec, soi-disant, les femmes avec lesquelles il a des aventures, c'est assez marrant par rapport à ses valeurs traditionnelles. Passons à présent à l'autre personnage clé du roman, en fait, qui est Kirill. En fait, Kirill, alors qui se cache derrière ce personnage un peu odieux, un peu rotor, mais très intelligent? Il est 10 fois plus intelligent que Poutine. Et c'est ça d'ailleurs son problème et dans cette lutte des pires amis. C'est pour ça qu'ils sont les pires amis. Hein, parce que en réalité, Poutine, c'est un médiocre qui a réussi, non pas par lui, parce que en fait, quand je dis ça, tout de suite, il y a des imbéciles qui viennent dire oui, mais il est devenu président. Hein, comment ça se peut qu'un médiocre peut réunir Oui, président? c'est un opportuniste, en fait. Et en fait, ils ne comprennent pas que Poutine n'a jamais été un homme politique, il n'a jamais lutté pour le pouvoir, Ouais. contrairement par exemple, à Hitler. Il a Hitler, été conduit. Ouais. il a été utilisé par la famille de Yeltsin mourant et malade et alcoolique parce qu'il cherchait une marionnette pour manipuler cette personne et c'est eux qui l'ont mis à la place de président. Et après, il a réussi à garder cette place et à redevenir le vrai maître de son De destin. cérémonie. Ouais. Mais il cherchait un médiocre pour mettre à la place du président, et c'était Poutine. Et donc, si vous voulez, c'est une réalité. En fait, souvent les médiocres deviennent les chefs d'État, et souvent les médiocres réussissent parfois même là où les brillants échouent. Kirill, c'est un brillant qui a réussi. Kirill, c'est un brillant, c'est un élève brillant déjà à l'école. Kirill, à 24 ans, à 26 ans, il était devenu déjà évêque. À 24 ans, il s'est fait envoyer donc à Genève pour être l'espion qui représentait le patriarcat de Moscou en Suisse. Hmm. Poutine a réussi sa carrière d'espion. Poutine a raté sa carrière d'espion. Il n'a jamais. Poutine a raté sa carrière d'espion, là où Kirill, lui, l'a vraiment bien réussi finalement.
là où Kirill l'a bien réussi. Et Kirill est devenu métropolite, non, pas métropolite, mais il est devenu archevêque lorsque Poutine était encore capitaine du KGB. Ça veut dire rien du tout. Ouais. Il y a ça, ça veut dire que Kirill, il a eu une carrière explosive, absolument explosive, brillante, de chez brillant. Et puis après, Poutine l'a dévancé au début des années 2000, où la famille de Yeltsin l'a mis comme président, et Kirill ne l'a rattrapé qu'en 2009, lorsqu'elle est devenue patriarche. Et depuis, en fait, le problème de Kirill, c'est que Kirill voudrait devenir le numéro un de Russie. Il voudrait que la Russie devienne une dictature dirigée, une dictature religieuse. Et il voudrait en fait devenir Ayatollah Khamenei, Mm. euh, le guide suprême de l'Iran. Vous savez, Mm. en Iran, vous avez le guide suprême qui est au-dessus de tout, Mm. et puis vous avez un État qui est Sous le pouvoir religieux. sous le pouvoir religieux. Et donc, en fait, l'ambition de Cyril, c'est ça, de Kirill, c'est ça. Ça veut dire le guide suprême de Russie, le guide orthodoxe, mais ça veut dire que, en fait, l'État doit se soumettre à cette guidance. Et Poutine ne veut pas. Et Poutine veut lui-même être le guide suprême. Poutine, il a construit le poutinisme, donc il a construit un régime qui est autocratique et dictatorial, et donc il a besoin de l'Église orthodoxe, mais en fait, il ne veut pas que cette Église lui donne des préceptes, lui donne les ordres, comment il doit se comporter. Il veut pas devenir le président de l'Iran. Président de l'Iran, c'est un sous-fifre de Ayatollah Khamenei. Ouais. Et voilà. Et donc, en fait, quand vous avez compris ça, vous avez compris tout de leur relation. Ça veut dire que, en fait, Kirill voudrait devenir le guide suprême orthodoxe, mais ça veut dire aussi écraser les musulmans, écraser les autres religions. Et Poutine, en réalité, il a aussi quelque chose, en fait, pour lutter de cette influence. Il a fait aussi le pacte avec le diable, c'est-à-dire avec Mm. le islam radical et avec les terroristes, parce Mm. qu'il traite des mollahs en Iran, il traite avec les talibans en Afghanistan, il traite Afghanistan. en Israël, il traitait avec Saddam Hussein, il traitait avec le Kadhafi, il traitait Donc, la Bosnie. avec Assad. Et donc, en réalité, il traite avec les ennemis de l'orthodoxie. Il fait la guerre à l'orthodoxie. Il a fait la guerre à la Géorgie orthodoxe chrétienne. Il a lâché l'Arménie chrétienne aux musulmans d'Azerbaïdjan. Et il fait la guerre à l'orthodoxie en Ukraine. Et donc, c'est ça aussi la plus grande, euh, Mm. la chose la plus paradoxale en cette Russie, c'est qu'en fait, il proclame un État laïque, mais en réalité qui est mêlé à toutes les religions, mais il veut pas donner à Kirill le plein pouvoir et la possibilité de lui dicter ce que l'Église veut. Et c'est ça qui est l'intrigue, la plus grande intrigue de ce livre. Et d'ailleurs, cette intrigue est une intrigue historique. Ça veut dire les patriarches de Russie avaient mené toujours cette lutte avec le tsar. Et en fait, la réussite, c'était, je décris le patriarcat, le règne de Nikon, qui était le père du tsar. Et en fait, il y a eu juste une période où, pendant 40 ans, le tsar et le patriarche, c'était le père et le fils. Et donc, le père était patriarche et le fils était le tsar. Et donc là, Cyril voudrait que ce soit comme ça en Russie, et ça ne réussit pas. Très bien pour l'explication en fait de ces deux personnages clés, Poutine et Kirill du roman Les pires amis, avec leurs luttes intestines. On en a bien vu en fait qu'il y a manipulation, traquenard, arnaque en tout genre. En fait, ils utilisent tout en fait qui sont en leur pouvoir en fait pour s'entretuer. Mais de ce carnage ressort quand même une romance qui malheureusement, on va pas tout déflorer, mais se termine mal. Et là, j'ai presque pleuré, en fait. Non, c'est vrai. J'ai presque pleuré, en fait, quand j'ai lu l'intrigue, parce que c'est une belle romance entre Anastasia et, alors j'ai oublié le nom, en fait, Georgi. voilà, Georgi. Georgi. Georges.
Georges Georgi. Voilà. Anastasia, parlons-en un peu en fait de ce personnage en fait que vous avez créé en fait. En fait, c'est un personnage bien évidemment qui est très profond parce que c'est une ce qu'on appelle une descendante des Russes blancs. Donc c'est une Française qui descend des Russes qui ont immigré après la Révolution d'Octobre et Oui. qui a retrouvé. En fait, il y a aussi un deuxième personnage qui est réel, c'est Archevêque Sava. Qui est pareil, mais ça c'est encore un autre personnage. Il mériterait presque une émission sur lui Pour tout lui seul. tout seul. Fourni tout seul. Et donc Anastasia, c'est donc une descendante des Russes blancs qui a la double culture, la culture française, mais en même temps elle est médecin, mais elle est médecin humaniste. Ça veut dire c'est quelqu'un qui veut travailler avec les pauvres, avec les persécutés, avec les prostituées, avec les sans-abri. Elle est Et humaniste en fait. Ouais. c'est une grande humaniste. Et en fait, je démontre, à part la romance, parce que elle a une aventure avec celui qui est un tueur professionnel, mais qui a une âme chrétienne. Et Hmm. c'est assez, Une forme assez d'empathie. parce que en fait, c'est quelqu'un, c'est presque, vous savez, un croisé. C'est quelqu'un au Moyen Âge, allait libérer la Terre sainte de Palestine Oui, ok. des musulmans. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui est possédé en fait par la foi, et en même temps, il tombe amoureux de cette femme, elle et vice versa. Et en fait, si vous voulez, la tragique réalité de poutinisme, c'est qu'en fait, l'amour n'a pas lieu dans cet état où tout est faux, où tout est Hmm. corruption, Hmm. où tout est opportunisme, tout est où les amis sont faux. Et donc, en fait, la vraie romance, la vraie histoire d'amour, les vrais sentiments n'ont pas de lieu d'être dans ce pays. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnages comme ça qui traversent aussi le livre, où on voit que, en fait, tout ce qui est authentique ne survit pas à cet état qui est faux. Très bien, on a bien vu, on a fait le tour sur l'histoire, sur les personnages, certains personnages du moins. On ne veut pas être exhaustif en fait pour vous laisser à vous, auditeurs, lecteurs et spectateurs en fait le soin en fait de regarder, de lire Les Pires Amis. Peut-être juste un petit mot aussi Mais je l'ai, d'une prémonition que j'ai mis dans ce livre. oui, Je parle aussi d'un sujet qui est un peu sensible de pédophilie qui est oui. en Russie. Et vous savez, ça, cette histoire, ça a rattrapé aussi le patriarche Kirill, parce il y a un vrai scandale qui se déroule actuellement avec le mitropolite Hilarion, qui est en Hongrie, qui est démis provisoirement de ses fonctions pour une histoire homosexuelle et pédophile qui s'est passé en réalité dans la vraie vie. C'est pour vous dire aussi que ce n'est pas de l'invention. Vous avez su capter ces signaux forts et faibles de la Russie. Je vais vous laisser le mot de la fin pour nous traduire en fait vos ressentis sur les amis, les pires amis. Et puis ensuite, je conclurai en fait pour vous donner mon impression. Mon mot de la fin était très simple. Si vous voulez vous amuser sans vous prendre la tête, hein, c'est le livre qu'il vous faut, parce que c'est un roman d'espionnage, c'est un roman d'aventure, c'est un roman de romance. Euh, donc, vous allez vous amuser. Si vous voulez connaître mieux le régime de Poutine, c'est aussi votre livre. Voilà, c'est tout. Merci Sergueï en tout cas pour la lecture en fait des pires amis en fait aux éditions Istia, donc un roman d'espionnage, un roman croisé au croisement de plusieurs genres, un roman qui fera date dans l'histoire du roman d'espionnage, je l'espère, et je vous dis à très bientôt en fait pour un autre épisode des Univers de la sécurité. Merci. Merci.